Hello, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je suis ravi de te retrouver pour cette toute nouvelle vidéo où on va parler d'entraînement. La dernière fois qu'on avait parlé d'entraînement, on s'était posé une question. On s'était demandé pourquoi finalement il était nécessaire de bouger au quotidien. Et à travers cette question, on s'était plongé finalement dans la préhistoire. On avait vu que nos ancêtres, les hommes préhistoriques, étaient amenés par nécessité à se déplacer environ 15 à 20 km par jour et que ceci se traduisait encore dans nos gènes aujourd'hui. L'homme, génétiquement, n'est pas conçu pour rester en position immobile toute la journée. L'homme est conçu génétiquement pour bouger, pour marcher, pour courir, pour grimper, pour sauter. C'est facteur de santé que de se mouvoir au quotidien. Quand on parle de santé, on pense bien sûr aussi à longévité, vivre vieux et en bonne santé. Un des facteurs très importants de la longévité, et ça tous les études le démontrent aujourd'hui, c'est la force. Quand tu penses longévité, aujourd'hui tu penses forcément au bon régime alimentaire, tu vas penser au sommeil, tu vas penser à ta gestion du stress. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que ta force musculaire est elle aussi déterminante si tu veux vivre vieux et en bonne santé. Ta capacité à pousser, à soulever, à serrer un objet, c'est pas juste une question d'esthétique finalement, ou de performance sportive. C'est un puissant indicateur de ta santé. Pourquoi? Parce que si tu es fort aujourd'hui, c'est que tu as un système nerveux performant, un système métabolique performant, également un système hormonal ou cardiovasculaire performant. Finalement, ce n'est pas le fait d'être fort en lui-même qui est important, c'est que ta force est un signal de bonne réponse de l'ensemble des paramètres de ton organisme. Penser à la force, c'est investir dans ton capital centré, qui est finalement un bien précieux qu'on veut tous chérir. C'est maintenir ton énergie, c'est maintenir ta clarté mentale et ta capacité d'action sur le long terme. La question derrière, c'est de savoir finalement qu'est-ce qu'on entend par la force et finalement comment on mesure le fait d'être fort. Est-ce qu'être fort, ça veut dire être un power builder, un athlète de strongman, par exemple, est-ce que ça veut dire derrière aller soulever des charges très très lourdes? Est-ce que c'est ça être fort finalement? En fait, être fort, on ne le mesure pas exactement comme ça. Être fort, on va le mesurer avec le petit appareil que tu vois ici sur cette image, qui s'appelle un dynanomètre de force de préhension. En fait, l'idée de cet appareil-là, ça va être de serrer le plus fort possible la petite manette qu'on voit ici sur cet appareil, donc on a juste ici, et le dynanomètre, ici, va nous indiquer finalement notre force de préhension. Donc la force de préhension, c'est finalement la force maximale que, que vont exercer les muscles de ta main, les muscles de ton avant-bras quand tu vas serrer très très fort un objet. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a un lien direct, et ça on va le voir juste derrière, entre ta capacité à avoir une force de préhension très importante et ta longévité. Donc ça, aujourd'hui, c'est un critère de force. C'est aujourd'hui, finalement, comme ça, qu'on va mesurer aujourd'hui ta force. Quelques preuves scientifiques qui attestent de cela. Aujourd'hui, je t'ai sorti trois grosses études qui le démontrent. On a une première étude qui date de 2022, qui a été faite sur plus de 3 millions de participants, plus de 3 millions de personnes, qui est en fait une méta-analyse de 48 études différentes. Et ces études-là, elles montrent tout simplement une relation inverse entre ta force de préhension et la mortalité, toutes causes confondues. D'accord? Donc ça veut dire que mortalité naturelle, mortalité par maladie par exemple, peu importe. Aujourd'hui, plus tu es fort, moins tu as de chances ou de risques de mourir. Cette force de préhension, elle se mesure jusqu'à un poids de 26 kg pour les femmes et de 50 kg pour les hommes dans ces études-là. Au-delà,
il y a moins, on va dire, de relation directe entre ta force et la mortalité. C'est moins évident. Mais jusqu'à ce point-là, on voit une relation directe et qui est inversement linéaire entre la force et le risque de mortalité. On a une deuxième étude qui en atteste également, qui est aussi une méta-analyse. Donc il faut bien se dire que les méta-analyses, ce sont finalement les études qui sont les plus intéressantes, parce que ce sont des études qui sont finalement des regroupements de très nombreuses autres études. Donc c'est pas juste une petite étude qui est faite sur 3 personnes et demie. Généralement, c'est des études qui permettent de toucher un nombre très important de personnes. Et là, on parle à chaque fois dans ces études-là de plus de 3 millions de personnes. Donc c'est pour le coup très représentatif. Et cette deuxième étude, qui a été faite en 2017, elle montre la même chose. Elle montre que ta force de préhension est un prédicteur indépendant de ta mortalité au-delà des autres facteurs de risque classiques. Une troisième étude, qui date de 2020, qui a été réalisée par Pinar Sorsal, qui montre que la force de préhension est un indicateur fiable qui permet de prédire la mortalité globale et cardiovasculaire. Le seul sujet sur lequel on n'arrive pas effectivement à faire un lien de cause à effet entre ta force et la mortalité, c'est la mortalité pour cause de cancer. Aujourd'hui, il y a eu des études qui ont essayé de le démontrer, mais à chaque fois, ces études, elles ont été controversées parce qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient entrer en jeu dans ces études-là et qui pouvaient finalement brouiller et corrompre les résultats. Donc aujourd'hui, on va mettre un peu le cancer de côté, mais toutes les autres raisons de mortalité, que ce soit pour d'autres maladies, que ce soit pour des problématiques métaboliques, des problématiques cardiovasculaires, etc., on fait un lien direct entre ta capacité de force de préhension et ta possible longévité. Si on synthétise un peu ces différentes études, on va retenir 3 points principaux. Le premier, c'est que le lien entre la force de préhension et la mortalité, elle est robuste. D'accord ? C'est pas quelque chose qui reste à confirmer dans d'autres études, etc. Il y a énormément d'études qui ont déjà été réalisées sur le sujet qui le démontrent. C'est un fait qui est aujourd'hui devenu irréfutable et qui est validé par toute la communauté scientifique. D'accord ? Aujourd'hui, il y a vraiment un lien entre ta force et la mortalité. La deuxième chose, c'est qu'il y a une relation entre la dose et la réponse. C'est-à-dire que plus tu es fort, plus tu as de chances, on va dire, de vivre vieux. Moins tu as de chances de mourir pour une raison X ou Y. D'accord ? Donc il y a vraiment une relation entre ta force et ta mortalité qui est linéaire. La troisième chose qui va avec ça, c'est que c'est vrai jusqu'à un certain seuil. C'est vrai pour les hommes jusqu'à une force de préhension de 42 kg, c'est vrai pour les femmes jusqu'à une force de préhension de 25 kg. Encore une fois, quand on sert avec l'appareil. Au-delà, il n'y a plus forcément de lien direct qui est établi. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es plus fort que ça, que tu es capable d'avoir une force au-delà de 42 kg pour les hommes et de 25 kg pour les femmes, que tu vas pouvoir avoir une longévité plus importante. D'accord ? On va dire que le plafond, il est atteint à peu près à cette mesure-là. Quatrième point, la force, c'est globalement un signal de santé globale. C'est pas juste le fait en fait d'être encore une fois fort en soi qui est important. C'est que quand tu es fort, c'est que tu as une bonne qualité musculaire, c'est que tu as un système neurologique qui fonctionne bien, c'est que tu as un métabolisme qui est au taquet et une bonne coordination intra- et intermusculaire. D'accord ? C'est ça qui est important en soi. C'est ça qui te permet derrière finalement d'avoir une force relative. C'est pas la force en elle-même. Donc on dit ici en fait finalement que c'est pas une causalité directe. C'est pas le fait d'être fort qui fait que tu vis vieux, c'est tu es fort parce que finalement tu es en très bonne santé, parce que ton système musculaire répond bien, ton système neuronal répond bien, ton système métabolique répond bien, et c'est tout ça qui fait que tu vis vieux. La question derrière, c'est est-ce que finalement, vu que la force est un biomarqueur, si on considère que la force est un biomarqueur, c'est est-ce qu'on peut agir dessus? Est-ce que finalement, si on améliore notre force, on va se donner plus de chances de vivre vieux? Et a priori, la réponse c'est oui.
La réponse est oui. Aujourd'hui, là encore, les méta-analyses qui sont faites sur ce sujet-là, les études qui sont faites sur ce sujet-là, sur des milliers de participants, elles nous permettent d'établir le constat suivant. L'activité physique va permettre globalement de réduire les mortalités, toutes causes confondues, d'environ 15%. Si on s'intéresse plus particulièrement aux maladies cardiovasculaires, on diminue même le risque de mortalité de 19%. Très important. Si on s'intéresse à la partie maladie métabolique et plus particulièrement au cancer, encore une fois, il y a certaines études qui tendent à montrer qu'il y a un lien qui nous permettrait, en renforçant finalement le système musculaire, le système neuronal et par définition la force, qui permettrait de diminuer du coup le risque de 14%. Mais encore une fois, ces études, elles sont pas complètement fiables, donc c'est quelque chose qui reste à prendre avec des pincettes. Voilà. On va mettre le cancer un petit peu de côté, mais globalement, si on prend tous les autres sujets, il y a un lien direct qui est établi entre le développement de ta force et ta capacité à vivre vieux et en bonne santé. Ce qui va être intéressant, ce qui va t'intéresser toi, si aujourd'hui tu te dis que oui, c'est bien joli tout ça, mais que tu n'as pas la capacité de t'entraîner pendant des heures et des heures toutes les semaines, ce qui est hyper intéressant justement, c'est que ce que montrent les, euh, les études qui ont été faites sur ce sujet-là, sur l'entraînement, la relation entre l'entraînement et le développement de la force, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir un volume d'entraînement très important pour bénéficier de tout ça. Aujourd'hui, le bénéfice maximal que tu peux espérer atteindre, qui est globalement une réduction de ton risque de mortalité de 25 à 30%, cette diminution-là, cette réduction-là de 25 à 30%, tu peux l'atteindre en faisant uniquement 60 minutes de sport par semaine. 60 minutes. Donc ça peut être une fois 60 minutes, ça peut être deux fois 30 minutes, ça peut être trois fois 20 minutes. Cela suffit pour bénéficier pleinement de cette diminution du risque de mortalité. Donc il n'y a pas besoin d'être un athlète, il n'y a pas besoin d'aller concourir aux Jeux Olympiques. Au contraire, les études montrent même que c'est plutôt l'inverse. En fait, les athlètes de haut niveau ne font pas ce qu'on appelle du sport santé. On sait que le sport de très haut niveau est même plutôt néfaste pour la santé, il présente d'autres types de risques. Toi, aujourd'hui, ce n'est pas ton cas. Aujourd'hui, ce qu'on te demande, c'est de faire du sport pour être en bonne santé. Ce qu'on te demande, c'est de faire du sport pour te sentir bien dans ton corps, te sentir bien dans ta tête, pour être performant à la maison comme au travail. Dis-toi que faire 3 séances de 20 minutes dans la semaine, ça suffit. Ça suffit pour aujourd'hui bénéficier pleinement de cette diminution du risque de mortalité. Donc ça, c'est une super nouvelle. Si aujourd'hui tu te dis, excuse numéro 1, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire du sport, bah clairement, si tu as le temps, tu peux placer 3 fois 20 minutes de sport dans ta semaine. Tout le monde peut faire ça. Alors comment ça marche? Pourquoi finalement c'est possible avec une dose aussi peu importante? Comment finalement les mécanismes protecteurs derrière de ton corps se mettent en œuvre derrière pour faire en sorte que tu vives plus vieux, que tu vives en meilleure santé, que tu améliores finalement ta force musculaire? La première chose à comprendre derrière tout ça, c'est que le fait de faire travailler ton organisme, donc de faire travailler tes muscles, de faire travailler ton système cardiovasculaire, de faire travailler ton système osseux, de faire travailler ta coordination, tout ça, ça va faire en sorte que ton corps, et ça on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, va considérer que il a besoin de maintenir toutes ces fonctions parce que tu les utilises régulièrement. Encore une fois, le problème des personnes qui atteignent un certain âge et qui commencent à voir leurs fonctions se dégrader, leur coordination se dégrader, leur équilibre se dégrader, qui commencent à être embêtés par des problèmes plus importants comme l'ostéoporose, donc le fait que leurs os deviennent moins denses et beaucoup plus fragiles, tout ça arrive
bien sûr parce qu'il y a l'âge, mais surtout parce que ces personnes-là n'ont plus d'activité. Et du coup, le corps, encore une fois, se débarrasse de ce dont il n'a plus besoin. Si tu maintiens ton système, si tu continues à l'exercer, eh bien, ton corps en a toujours besoin. Pourquoi? Parce que ta force au quotidien va te servir tous les jours. Elle va te servir pour monter un escalier. Elle va te servir pour porter tes packs d'eau pour rentrer à la maison. Elle va te servir pour te relever quand tu fais une chute. Elle va te servir tout simplement à rester autonome. C'est ce qu'on appelle une réserve fonctionnelle. En fait, ta force, elle va te servir dans tous les mouvements du quotidien. Deuxième chose, le muscle, on en a parlé ça sur les fondamentaux, le muscle est un super outil pour optimiser ton métabolisme. Pourquoi? Parce que ton muscle, il favorise le transport du glucose, donc du sang vers les muscles, et du coup, il va réduire de facto la résistance à l'insuline. Et on l'a dit, quand on réduit la résistance à l'insuline, on a moins derrière de problématiques de réserve de gras qui se fait au niveau viscéral. Et on sait aujourd'hui que une, un tissu adipeux trop important au niveau viscéral, c'est un risque de mortalité accrue. D'accord? Donc en ayant finalement une meilleure sensibilité à l'insuline, en ayant une meilleure capacité à absorber les micronutriments et à les utiliser dans ton quotidien, tu fais derrière moins de réserves au niveau tissu adipeux, surtout au niveau viscéral, parce que c'est surtout ça qui est important. À la limite, au niveau du corps, on va dire c'est une problématique d'esthétique, mais ce n'est pas un problème de santé. Ce qui est vraiment un problème de santé, c'est au niveau viscéral. D'accord? Ça a un effet également anti-inflammatoire. Donc ça, on en a parlé également. On a dit que l'inflammation de bas grade était une problématique importante puisqu'elle entraînait justement tout le reste. Elle entraînait notamment derrière les problématiques de gras. Le gras entraînait la problématique de résistance à l'insuline, etc., etc., etc. Aujourd'hui, le fait de t'entraîner, de stimuler du coup la libération de myokines qui vont réduire, qui vont moduler l'inflammation systémique de ton organisme, ça participe aussi à ta bonne santé. Et encore une fois, le système nerveux. Le système nerveux qui est à la base de tout ton fonctionnement, ça on en parlera dans une vidéo bien spécifique dans très peu de temps, mais ton système nerveux qui est à la base de ta coordination, qui est à la base de ton mouvement, qui est à la base de toutes tes fonctions vitales finalement, bah, ton système nerveux, il va mieux fonctionner si tu l'exerces au quotidien. Et quoi de mieux que le renforcement musculaire pour exercer ton système nerveux? Donc, vraiment, encore une fois, il faut bien comprendre que l'entraînement en résistance, c'est vraiment un mécanisme de protection pour ton organisme. C'est ta meilleure assurance vie aujourd'hui pour pouvoir vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Comment finalement tu peux mesurer ta force? Parce que tu vas me dire, oui, ok Seb, il y a cet appareil, le dynamomètre qui a l'air sympa pour mesurer ta force, mais moi j'en ai pas à la maison. Ok. Alors, ok, aujourd'hui la mesure, on va dire la plus utilisée, c'est cet appareil-là parce que bah, c'est comme un pèse-personne finalement. À un moment donné, ça ment pas. Il faut des KPI qui soient clairs, qui soient les mêmes pour tout le monde pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Donc, on va dire c'est l'outil numéro un qui est utilisé. Maintenant, il y a d'autres façons de mesurer ta force. Il y a d'autres façons de vérifier si ton organisme est robuste. Je te donne ici trois exemples, trois autres exercices au-delà de la force de préhension que tu peux mesurer avec le dynamomètre. Premier exercice que tu peux essayer de faire, c'est ce qu'on appelle le sit to stand. Le sit to stand, c'est un exercice qui est très simple. L'idée, c'est tu t'assois sur une chaise et puis, sans t'aider de tes mains, uniquement à la force de tes cuisses, de tes fessiers, tu vas te lever de ta chaise le plus de fois possible en 30 secondes. D'accord? 30
30 secondes, tu te lèves le plus de fois possible de ta chaise. Donc tu te lèves, tu t'assois, tu te lèves, tu t'assois, tu te lèves, tu t'assois, sans t'aider jamais de tes mains. C'est un marqueur de progression. Si, au fur et à mesure de tes entraînements, tu es en capacité de te lever plus de fois de ta chaise en 30 secondes que tu le faisais précédemment, c'est que tu as gagné en force. Force sur tes membres inférieurs, en force, même quelque part en coordination, puisque tu as une capacité à mieux utiliser l'ensemble de tes muscles pour pouvoir te relever. C'est aussi une notion d'équilibre. Si tu te relèves vite sans te casser la figure, c'est aussi que ton équilibre s'est amélioré. Donc, tu peux tester sur cet exercice et voir sur une certaine durée comment tu t'améliores sur ton nombre de relevés de chaise. Un autre exercice que tu peux faire, qui est très basique, c'est de faire des pompes. Des pompes, j'entends des pompes strictes, des pompes qui sont correctement exécutées, pas avec des vagues, donc des pompes où on gagne bien correctement, avec une amplitude complète. On va descendre jusqu'à ce que la poitrine vienne toucher le sol. Eh bien, le nombre maximum de répétitions que tu es capable de faire consécutivement en gardant une technique parfaite et une amplitude complète est un marqueur de force. Si aujourd'hui tu n'es pas capable de faire une seule pompe en amplitude complète, c'est que tu manques de force sur le haut du corps. Si demain tu es capable d'en faire 10, c'est déjà que tu seras très très largement amélioré. Et peut-être qu'un jour tu seras capable d'en faire 50. C'est l'entraînement, la répétition de l'entraînement, le renforcement sur, pour le coup ici, le haut de ton corps, qui va te permettre de t'améliorer sur cet exercice. Et si tu n'arrives pas aujourd'hui à faire une seule pompe en amplitude complète, il y a plein de façons de faire des pompes avec, on va dire, une méthodologie différente, simplifiée, qui te permet de réaliser une pompe. Que ce soit une pompe contre un mur, par exemple, une pompe sur les genoux, une pompe avec une chaise. Il y a plein de façons de gérer une pompe pour la rendre moins difficile avant d'arriver à ce type de pompe stricte où on va te demander quand même de faire des pompes sur le point des pieds, ce que tout le monde n'arrive pas à faire aujourd'hui. Et puis, il y a un exercice que j'aime bien aussi, qui est ce qu'on appelle le dead hang. L'idée ici, c'est tu te suspends simplement sur une barre de traction, donc suspendu, bras complètement tendus. Et l'idée, ça va être ici de rester le plus longtemps possible suspendu à la barre de traction avant de lâcher. Donc est-ce que quand tu te suspends à une barre de traction, tu vas tenir 3 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes? Pour le coup, là on est vraiment sur une force de préhension. Finalement, c'est bien ton avant-bras, ta poigne avant toute chose, qui risque de lâcher sur cet exercice-là. Donc là aussi, tu peux faire le test sur cet exercice. En plus des barres de traction, on peut en trouver très facilement, même si tu n'en as pas chez toi. Il y a plein de parcs aujourd'hui dehors où tu peux trouver une barre de traction pour t'entraîner. Tu peux essayer cet exercice et voir combien de temps tu tiens suspendu sur une barre de traction. Donc là, je te donne quelques outils que tu peux utiliser. Il pourrait y en avoir d'autres, je ne dis pas que ce sont les seuls. Mais tu peux essayer déjà sur ces quelques outils. Et puis, si tu fais ce test-là sur 1, 2, 3 ou 4 outils que je te propose ici à intervalles réguliers, par exemple une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, tu verras comment tu t'es amélioré, comment tu as gagné en force, que ce soit sur le haut du corps, sur le bas du corps, sur l'ensemble du corps. Donc ça, c'est des bons outils, des bons KPI finalement pour voir si tu t'es amélioré. Donc quelle dose finalement? Quelle est la dose idéale? Quelle est la dose recommandée pour pouvoir vivre mieux? Si on synthétise, 60 minutes d'entraînement par semaine suffisent. D'accord? Ça réduit de facto de 27% le risque. Si tu fais moins que 60 minutes par semaine, si tu fais par exemple que 30 minutes de sport par semaine, tu réduis déjà le risque de 15%. Simplement le fait d'avoir une petite activité physique par semaine réduit déjà le risque de 15%. Donc c'est déjà mieux que d'être complètement sédentaire. Au-delà de 60 minutes par semaine, le gain marginal diminue, tu ne gagnes pas en longévité de manière exponentielle. Du coup, là, ce qui va être plus important que le volume, finalement, c'est d'avoir un entraînement qui est efficace. Et j'en reviens à ce que je t'expliquais la dernière fois sur mes fondamentaux, quand on a parlé d'entraînement.
Il est préférable de travailler qualitativement, en travaillant sur les amplitudes, en travaillant sur les tempos d'exécution, en travaillant sur l'intensité de l'exercice, plutôt que de chercher à faire des séances qui durent très longtemps, des séances de 2 heures, de 3 heures. Ça n'a pas forcément d'intérêt, ni pour ta santé, ni pour l'amélioration de ta condition physique. Donc encore une fois, si tu as peu de temps, 2-3 séances courtes par semaine, ça suffit très largement. Donc tu n'as pas besoin de t'entraîner comme cherchent à te le montrer peut-être les personnes que tu suis sur les réseaux, qui vont s'entraîner 5 fois par jour, 6 fois par jour, 7 fois par jour, qui te font peut-être rêver parce que tu les vois avec des physiques qui te paraissent extraordinaires, mais dis-toi que ce sont des personnes qui n'ont que ça à faire. Ce sont des influenceurs qui ne font que ça de la journée. Quand ils ne s'entraînent pas, ils sont sur leur nutrition, sur leur récupération. Ce ne sont pas des personnes qui ont ta vie. Ce ne sont pas des personnes qui travaillent comme toi. Ce ne sont pas des personnes qui ont un stress comme toi. Ce ne sont pas des personnes qui ont des enfants à gérer comme toi. Possiblement même que ces personnes que tu admires aujourd'hui, elles se dopent. Et elles cèdent de produits plus ou moins illicites pour avoir le physique qu'elles ont. Et n'oublie pas non plus que Internet déforme la réalité. Internet, c'est aussi de la retouche photo, de la retouche vidéo. Il y en a même qui trichent en ne se mettant même pas eux-mêmes en photo. Donc prendre beaucoup de recul par rapport à ce que tu vois sur les réseaux. Tu n'es pas eux, tu n'as pas leur vie. Tu ne sais pas ce qui est vrai derrière tout ça. Donc concentre-toi, sur ce que tu peux faire pour t'améliorer, sur ce que tu peux faire pour améliorer ta santé, sur ce que tu peux faire pour améliorer ton physique, ta santé mentale et physique. Et encore une fois, ne tombe pas dans les extrêmes. C'est pas tout ou rien. C'est pas soit je ne m'entraîne pas, soit je m'entraîne des heures et des heures par semaine. Tu peux trouver une dose réponse qui est idéale pour toi, qui est de 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine et qui est pleinement satisfaisante. Si tu veux tester un petit programme, si aujourd'hui tu fais rien et que tu veux déjà essayer de te lancer avec un court programme, là je te crée une petite routine que je te mets ici. Tu retrouveras, encore une fois, je te mets le document comme d'habitude en téléchargement, donc tu pourras la récupérer, la télécharger et l'imprimer si tu souhaites l'avoir avec toi. Mais voilà une petite routine qui est accessible et qui est, si on reprend un peu ce qu'on a dit précédemment, finalement tourner un peu vers la longévité en essayant d'améliorer notre force de préhension. Voilà ce que tu peux faire par exemple. Tu prévois 2 courtes séances, donc une séance A et une séance B, où tu vas essayer finalement à chaque fois de travailler l'ensemble de ton corps. C'est ce qu'on appelle les séances full body. Donc tu travailles l'ensemble de ton corps à chaque fois. Sur la première séance, 4 exercices. Premier exercice, tu fais un squat, donc tu connais. Tu peux le faire soit au poids du corps, soit avec un poids ou un objet qui ferait office de poids, par exemple une bouteille d'eau. Deuxième exercice, tu fais donc une pompe qui peut se faire pointe de pied, genou, ou un dérivé qui est plus accessible et plus simple pour toi. Troisième exercice, tu fais un rowing bar. Donc un rowing bar, c'est un tirage de barre pour travailler le dos. Et quatrième exercice, tu fais la marche du fermier. Donc tu sais, la marche du fermier, c'est un exercice où tu tiens un poids dans chaque main et tu marches avec ce poids-là. Donc après, ça peut être de dire tu marches pendant un certain temps, tu marches pour une certaine distance. Par exemple, tu marches sur 20 mètres en aller-retour. Tu fais une marche. Dans tes mains, tu tiens ce que tu veux. Ça peut être des poids, des packs d'eau, peu importe, quelque chose qui est un peu lourd et qui te met un peu en difficulté quand tu marches. Séance A, tu peux faire ça. Séance B, tu changes d'exercice. Tu fais un mouvement, par exemple, pour travailler une extension de hanche. Donc ça peut être un swing à la kettlebell. Donc mouvement de balancier à la kettlebell, d'avant en arrière. Ça peut être un soulevé de terre que tu fais avec les jambes tendues, pourquoi pas. Tu peux faire un développé militaire. Développé militaire, c'est pousser une barre ou des poids au-dessus de la tête. Tu peux faire des tractions pour travailler ton dos. Et puis tu termines par un exercice de gainage, comme par exemple une planche que tu fais sur les genoux ou sur la pointe des pieds. Tu as 2 séances types comme ça, que tu alternes. Donc tu peux faire 2 séances par semaine, la A, la B. Tu peux faire une seule séance par semaine où tu fais tout, ou tu fais la A la première semaine, la B la deuxième semaine. Enfin, il y a plein de façons de faire. L'idée à chaque fois, ça va être la même. C'est de dire, il faut que tu travailles avec un niveau d'effort qui est suffisant. D'accord ? C'est ce que je présentais sur les fondamentaux.
il faut à un moment donné que tu aies un nombre de répétitions en réserve qui soit inférieur à 5 pour que finalement ça serve à quelque chose. Surtout si tu ne travailles pas très longtemps, il faut quand même que ce soit un minimum intense. Donc par exemple, sur ton squat, si le squat au poids du corps, tu fais 8 répétitions au poids du corps et que 8 répétitions au poids du corps, tu es en difficulté, tu n'as pas besoin de faire plus. Si 8 répétitions au poids du corps, tu les fais extrêmement facilement, tu aurais pu faire 50 répétitions, il faut que tu rendes l'exercice plus difficile. Dans ce cas-là, ça peut être en prenant une charge dans tes mains qui va rendre l'exécution du squat plus compliquée, par exemple. D'accord? L'idée, c'est sur chaque exercice, trouver une variante qui est suffisamment challengeante pour te mettre en difficulté et faire en sorte que tu ne fasses pas plus, on va dire, de 8 à 12 répétitions. D'accord? Parce que le but, c'est pas non plus de faire 50 répétitions tous les exercices, sinon ça va durer beaucoup plus que les 20 ou 30 minutes qu'on voulait que ça dure. Donc 8 à 12 répétitions, ce sera très bien. À partir du moment où... Non, on va le formuler différemment. Tu fais 8 à 12 répétitions. La séance suivante, tu vas essayer d'être dans le même niveau d'effort. Donc ce challenge est pareil, mais logiquement, si ton muscle il a progressé, en faisant la même intensité d'effort, tu devrais être capable finalement de faire plus de répétitions. Si la première fois tu as fait 8 répétitions, avec la même intention d'effort, tu devrais faire 9 peut-être ou 10 répétitions la fois d'après. D'accord? Donc la fois d'après, tu fais 9 ou 10 répétitions. La fois d'après, tu vas encore progresser. Tu vas peut-être faire 11 ou 12 répétitions. La fois d'après encore, le but, c'est pas de continuer à augmenter le nombre de répétitions indéfiniment, donc faire 13, 14, 15, 20 répétitions. Le but, à un moment donné, ça va être de redescendre le nombre de répétitions, mais de mettre une charge plus importante. Donc quand tu arrives à 12 répétitions, par exemple, la semaine suivante, tu te rajoutes une petite charge, une petite difficulté qui fait que tu vas redescendre de facto ton nombre de répétitions. Peut-être que tu en feras plus que 6, 7, 8, c'est pas grave. Tu repars de là, et la fois d'après, tu augmentes encore ton nombre de répétitions progressivement. Et quand tu repasses à 12, tu retrouves une variante un peu plus compliquée. Ça peut être par exemple en augmentant encore un peu le poids ou en trouvant une variante de l'exercice qui est un peu plus difficile. L'idée, c'est finalement d'être dans le bon niveau d'intensité, d'augmenter le nombre de répétitions semaine après semaine. Quand ton nombre de répétitions atteint un certain palier, donc par exemple 12 répétitions, tu augmentes la difficulté de l'exercice ou tu augmentes la charge de l'exercice. Pour pouvoir faire ça, ça veut dire, et ça c'est le point 3, ça veut dire qu'il faut que tu notes ce que tu fais. Il faut que tu notes sur un petit carnet par exemple, ou sur l'ordinateur, tu fais comme tu veux, mais il faut que tu notes ce que tu fais à chaque séance. Parce que si tu ne notes pas ce que tu fais, quand tu reviendras la fois d'après, tu ne sauras plus ce que tu as fait la fois précédente, et du coup tu seras incapable de dire si tu as progressé ou pas. D'accord? Donc, bon degré d'intensité, augmentation progressive à chaque séance, et on note. D'accord? Tu vas voir que tu vas progresser très très vite. Et puis, voilà, après, tu peux faire 2 séries par exercice, tu peux en faire 3 éventuellement. Après, là, tu gères en fonction de ton temps. Tu vois si tu as le temps de faire 2 fois chaque exercice, 3 fois chaque exercice, sachant qu'il va falloir un petit temps de repos aussi entre chaque exercice pour récupérer. Donc là, tu gères en fonction de ton timing, du temps que tu peux consacrer à ta séance. Après, on rentrera derrière un peu plus loin dans cette formation sur comment constituer un programme d'entraînement, comment on fait ça intelligemment, comment on le maximise, etc. Voilà, là on est vraiment sur les prémices, ne te prends pas la tête. L'idée là, c'est déjà de se mettre en mouvement. Donc même si c'est imparfait, c'est pas très grave. Commence déjà par ça, commence par bouger, commence par tester, commence par t'améliorer, et ce sera déjà un premier pas qui est déjà globalement beaucoup plus pertinent que la sédentarité complète. Donc, ton plan pour les prochaines semaines, si tu souhaites mettre en œuvre ça, c'est un, déjà tu commences par mesurer finalement ton point de départ. Donc mesure ta force de préhension avec les petits outils que je t'ai donnés précédemment. Donc tu peux faire soit le test avec l'appareil si tu l'as, tu peux faire le test de squat, donc monter, lever depuis une chaise pendant 30 secondes. Tu peux faire le test de pompe, maximum de répétitions consécutives. Tu peux faire le test de suspension sur une barre de traction et tu notes tes performances. Là, l'idée, c'est pas de te juger ou quoi que ce soit, c'est de dire, OK, jour 1, je démarre de ça et on va voir comment je vais progresser sur les mois à venir.
À partir du moment où tu as ton point de départ, tu mets en place tes séances en fonction de ton emploi du temps. 1, 2, 3 séances par semaine, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure par séance, tu gères. Tu remplis ton agenda, tu fixes ça dans ton agenda, comme un rendez-vous client, comme un rendez-vous chez le médecin, comme un rendez-vous chez le coiffeur que tu ne zappes pas. C'est pareil. Tu mets ça dans ton agenda, tu ne zappes pas ton rendez-vous avec toi-même. Tu fais ta séance. D'accord? À chaque séance, tu notes tes performances. Tu essayes à chaque fois d'être en bon niveau d'intensité. Tu essayes à chaque fois de t'améliorer. Et tu refais les tests. Pas chaque semaine, bien évidemment, mais tu refais les tests après 1 mois, ou après 2 mois, ou après 3 mois, et tu vois comment tu t'es amélioré. Je te garantis que ta force de préhension, elle se sera améliorée. Si vraiment tu joues le jeu, que tu fais ça correctement, c'est-à-dire que tu ne triches pas sur les tests, tu ne te mens pas à toi-même la première fois, même si c'est 0, c'est 0. Si tu joues le jeu, si tu mets la bonne intensité, si tu t'entraînes régulièrement, si tu notes ce que tu fais, si tu cherches à progresser, même si tu t'entraînes que 60 minutes par semaine, tu vas progresser. D'accord? Donc, si vraiment tu es débutant, là, ça ne s'adresse pas forcément à ceux qui ont déjà un bon niveau d'entraînement, qui sont vont aller plus loin déjà que ce que je propose aujourd'hui. Mais vraiment, si tu es débutant ou si simplement tu souhaites tester, voir ta force de préhension pour voir où tu te situes parce que tu ne connaissais pas les outils que je viens de te présenter, bah fais le test. Fais le test, ça peut être intéressant de voir comment tu vas progresser sur ces exercices, sur les semaines à venir, sachant encore une fois que cette notion de force de préhension est un indicateur de longévité. Donc, qui ne veut pas vivre vieux et en bonne santé? Je pense qu'on est tous concernés, on a tous cette envie-là. Donc fais le test. Et tiens, partage-les un petit peu sur la communauté. Ça peut être intéressant de savoir aujourd'hui combien chacun ici tient de temps suspendu sur une barre de traction. Tu tiens combien de temps, toi, à ton avis? 10 secondes ou 5 minutes? Dis-moi ça. Ça m'intéresse. On en termine sur cette petite vidéo sur finalement l'introduction de la force. Je souhaitais en parler parce que tu vas voir que sur la toute prochaine vidéo, je vais beaucoup te parler de force. Je vais t'expliquer ce que c'est que la force dans l'entraînement, t'expliquer comment ça se décline à travers d'autres notions que sont par exemple la puissance, l'explosivité, la vitesse, l'agilité. Mais c'était important que je te fasse cette petite précision introductive parce que tu pourrais te demander pourquoi je commence par te parler de force sur cette formation, parce qu'on pourrait se dire que la force, finalement, c'est un peu un entraînement bourrin, des personnes qui veulent soulever des charges très très lourdes. Tu vas peut-être penser encore une fois à des hommes forts, à des strongman, à des gens qui font du powerlifting. Non, c'est pas ça la force. C'est pas que ça en tout cas. Elle se décline de plein de façons différentes, elle se décline dans plein de sports différentes. Ça, je t'en parle sur la prochaine vidéo, tu vois. Ça va être hyper intéressant, tu vas apprendre plein de choses. Je te dis à très vite, à bientôt, ciao.